Et le focus du jour nous emmène aujourd'hui au Proche-Orient. Il y a 10 ans, Israël achevait l'évacuation des colonies de Gaza, pour l'essentiel au cours du mois d'août 2005. Pour Ariel Sharon, le Premier ministre de l'époque, l'objectif était d'améliorer la sécurité d'Israël. 8000 colons sont alors sommés de quitter 21 implantations de Gaza, alors que 70% des colons préféraient partir volontairement. D'autres, plus récalcitrants, seront évacués par la force. C'est une opération qui reste aujourd'hui très contestée, 10 ans après que sont devenues les anciennes colonies de Gaza. Les colons se sont-ils adaptés à leur nouvelle vie? Reportage à Gaza et en Israël, signé Pierrick Laurent et Georges Vardet. Août 2005, en une semaine, les soldats israéliens évacuent de force les derniers colons de la bande de Gaza. Le terme d'un processus de désengagement qui a pris plus d'1 an. Un déchirement pour 1600 familles obligées de quitter leur travail, leur communauté. Dans la foulée, les maisons sont rasées. Quelques jours plus tard, des milliers de Palestiniens en liesse envahissent des zones jusqu'ici interdites. Dix ans après, voici le nouveau visage de l'un de ces territoires. Asda City, dans le sud de Gaza, un parc d'attractions tenu par le Hamas, où les familles viennent se détendre. Évidemment, tout le monde sait qu'ici, avant, il y avait une colonie. On est venu après le départ des Israéliens. Il ne restait plus rien, c'était le désert. Pour nous qui habitons le sud de Gaza, c'est vraiment une bonne chose que les autorités aient construit ce parc d'attractions, parce qu'avant, il n'y avait rien de ce genre. Il fallait aller à Gaza City, et là-bas, ça coûte trop cher. Manège, buvette, parc aquatique avec ses toboggans, Asda City est une bulle de loisirs dans un territoire dévasté. On y trouve même un petit zoo dont voici la star. Mais en réalité, l'endroit est en perdition, soumis comme le reste de la bande de Gaza au blocus israélien depuis 2007. Ce cerf, comme tous les autres animaux, a été amené par les tunnels. C'était il y a 5 ou 6 ans. Il était encore petit et puis il a grandi ici. Il y avait 6 autres cerfs avec lui, mais c'est le dernier encore en vie. Avec le blocus, ça n'a pas été facile de s'occuper d'eux correctement. Dans Gaza, les traces des anciennes colonies sont quasi imperceptibles. Seuls quelques cerfs, récupérés par les Palestiniens, témoignent de l'agriculture intensive que pratiquaient les colons. Les derniers vestiges des bâtiments israéliens se trouvent à l'université Al-Aqsa, un campus en apparence comme les autres. Il y a plusieurs bâtiments que l'on a réutilisés après le retrait des colons. Par exemple, ici, c'était un centre commercial. C'est maintenant le centre pour les inscriptions. Et une partie accueille la bibliothèque pour les étudiants. Et ici, c'était un hôpital ou une clinique. Et on en a fait un bâtiment administratif. Ici, comme ailleurs à Gaza, la vie a en fait repris son cours. L'épisode de l'évacuation des colonies est bien loin des préoccupations quotidiennes. Côté israélien, en revanche, la page est loin d'être tournée. Nitzan se trouve à 20 km au nord de Gaza. C'est ici qu'ont été relogées plusieurs dizaines de familles du Gush Katif, le nom donné aux implantations juives du sud de l'enclave palestinienne. Ici, c'est la salle de bain. Et là, c'est ma chambre. Elle est pleine à craquer, regardez. À l'époque, à Gush Katif, j'avais une chambre bien plus grande que ça. J'ai presque rien ici. On est à l'étroit. Depuis l'évacuation, la famille vit dans un préfabriqué. Là-bas, j'ai élevé 6 enfants. J'étais occupée toute la journée. Et puis d'un coup, ça nous est tombé dessus comme un raz-de-marée. C'est injuste, parce qu'on a été expulsés. Les autorités auraient dû s'occuper de nous et nous soutenir. Comme elle, environ 70 des 350 familles du Gush Katif n'ont toujours pas de logement fixe. Beaucoup d'anciens colons ont aussi perdu leur travail, leurs économies.
Les autorités reconnaissent des erreurs dans l'aide fournie aux 8000 personnes évacuées. La stratégie du gouvernement était mauvaise dès le départ. Il n'y avait pas de plan d'action solide pour gérer tout cet afflux important de personnes évacuées. L'organisation de l'aide était beaucoup trop bureaucratique. Alors ça a pris du temps, mais aujourd'hui, 90% de ces évacués ont trouvé une solution. Certes, il y en a encore qui commencent à peine à construire leur maison, mais ils sont sur la voie d'une solution pérenne. De retour à Nitzan, Rina Ederi, une autre expulsée du Gush Katif, se prépare, visiblement nerveuse. Je n'ai pas ouvert ces boîtes depuis l'évacuation. Je vais chercher et j'espère vous retrouver quelques photos. Ça fait 10 ans que je ne les ai pas regardées. Ce soir, elle va revoir pour la première fois les membres de son ancienne communauté. Elle replonge fébrilement dans ses souvenirs, les photos de ses enfants. Avant de prendre la route, direction Ashkelon. Ce soir-là, un événement est organisé dans le jardin d'une synagogue. Une cinquantaine de personnes se retrouvent pour un verre de l'amitié, l'occasion de partager ses souvenirs, de faire revivre le passé. Je ressens de la nostalgie et de la tristesse. On vivait tous ensemble et on avait tous une vie bien remplie. Et là, voilà 10 ans qu'on s'est perdu de vue. À la tombée de la nuit, quelques chants, quelques photos projetées sur grand écran pour se remémorer les colonies. Mais ici, personne n'a oublié et beaucoup n'ont toujours pas tiré un trait sur leur vie passée. Et avec nous en plateau, Laetitia Bucaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de sociologie à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes également docteur en sciences politiques et spécialiste du conflit israélo-palestinien. Alors on vient de voir dans ce reportage, il y a encore ce ressentiment très fort de ces anciens colons. Oui, un ressentiment qui est peut-être surtout à l'encontre du gouvernement israélien, puisque visiblement le gouvernement israélien n'a pas pris en charge parfaitement ces familles. Alors, peut-être de l'impréparation, mais aussi peut-être un peu de cynisme dans la mesure où le gouvernement israélien n'a pas dû considérer que ces familles représentaient une menace quelconque d'un point de vue politique. Il faut savoir que ces colons étaient peu nombreux et moins politisés, moins ancrés idéologiquement que certains colons qui sont en Cisjordanie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel ce retrait de Gaza a été décidé par Ariel Sharon à l'époque? Alors, Ariel Sharon, effectivement, a fait ce geste qui a été ressenti comme tel par la communauté internationale vis-à-vis des Palestiniens, qui était en fait une action totalement unilatérale, sans concertation avec l'autorité palestinienne qui gouvernait alors la bande de Gaza, qui a été prise, décision qui a été prise quelques années après le retrait israélien du Liban. L'idée, je crois, derrière ce retrait, c'était de se débarrasser du fardeau de Gaza, sachant que pour les Israéliens, Gaza ne représente pas grand-chose d'un point de vue historique, du point de vue religieux. Il n'y a pas de référence forte au judaïsme dans Gaza. Gaza est dépourvu de ressources naturelles. Donc, l'objectif, c'était de rassembler ses forces pour pouvoir mieux se redéployer en Cisjordanie et mieux continuer la colonisation en Cisjordanie, la colonisation qui n'a cessé d'augmenter depuis le début des années 90, y compris dans les années 2000, après le retrait des colons israéliens de la bande de Gaza. Alors on va y revenir justement, mais avant, pour les Palestiniens, dans quel état ils ont récupéré ces territoires qui ont été décolonisés? Est-ce que certaines infrastructures ont été laissées, par exemple? C'était essentiellement des habitations. De toute façon, on l'a vu dans votre reportage. C'est-à-dire que l'armée israélienne s'est occupée d'évacuer les colons, enfin ceux qui étaient récalcitrants, quelques-uns qui étaient récalcitrants, et a détruit derrière elle les bâtiments. Donc, il n'a pas été laissé grand-chose aux Palestiniens. C'est-à-dire que l'atout pour les Palestiniens,
à Gaza, c'était d'accéder à une continuité territoriale. C'est-à-dire que cette bande de territoire qui est toute petite, qui fait 360 km², là, la nouveauté, c'était de ne plus avoir ces enclaves que constituaient ces colonies israéliennes, qui étaient d'ailleurs des points de fixation pendant la deuxième intifada, où il y a eu beaucoup de heurts à ces endroits-là, et qui limitaient la circulation des Palestiniens. Et comment s'est passée la transition avec les Gazaouis ? Eh bien alors, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'erreur israélienne, c'est que le fait de ce choix de l'unilatéralisme d'Ariel Sharon a fait que finalement, les Gazaouites ont considéré que si les colons étaient partis, c'était plutôt grâce à la politique offensive du Hamas et la résistance armée du Hamas à l'encontre d'Israël et des colons israéliens, plutôt que le fruit de la diplomatie de l'autorité palestinienne. Et du coup, c'est le Hamas qui a récolté les fruits politiques de ce départ des colons israéliens. C'est une des raisons, sans doute, qui explique son succès aux élections de janvier 2006, puisque le Hamas a remporté les élections législatives de 2006. Et du coup, la joie a été de courte durée pour ces Palestiniens, parce que 2 ans plus tard, ils voyaient le blocus de la bande de Gaza. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui donc le Hamas gouverne Gaza, tandis que l'autorité palestinienne reconnue internationale gouverne en Cisjordanie. Alors, le gros avantage du Hamas à Gaza, c'est cette continuité territoriale, mais c'est un territoire minuscule et assiégé et sans ressources. Et aujourd'hui, depuis que les Égyptiens ont également fermé la porte, les Palestiniens de Gaza sont tout à fait asphyxiés. Merci Laetitia Bucaille, on est pris par le temps malheureusement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'INALCO et également docteur en sciences politiques, spécialiste du conflit israélo-palestinien.